BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour, bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous du week-end sur BFM Business pour décrypter les stratégies de communication des marques et le marché de la pub. C'est inédit, la filière communication et l'union des marques s'engagent pour une pub plus responsable. Alors que l'examen du projet de loi sur le climat débutera dans une dizaine de jours à l'Assemblée nationale, leurs porte-parole respectifs, Mercedes Serra et Hervé Navelou, seront sur notre plateau dans quelques minutes pour nous détailler leurs mesures. Intermarché sous la menace d'une sanction pour pratiques commerciales abusives. Quand la réalité est loin de l'image de marque des campagnes de pub, c'est l'édito de Valérie Potin aujourd'hui. Et puis on vous parlera marketing d'influence dans le Zoom. Nous recevons Édouard Filias, co-auteur du manuel de l'influenceur aux éditions Ellipse, un guide pour créer du contenu et développer son audience. Voilà le programme, on démarre avec un tour de l'actu. BFM Business, Hebdocom, les news. Et ils viennent de me rejoindre, Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News pour une émission quasi exclusive. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizzo de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Julien, on commence ces news en musique avec Coca-Cola qui veut nous faire danser. Oui, dans la nouvelle publicité, on suit 3 jeunes hommes qui achètent une bouteille de la marque. Dès qu'ils boivent une gorgée du soda, ils se mettent à danser le Coca-Cola Cake Shuffle, une chorégraphie conçue pour la marque et que tout le monde peut reproduire. Alors bien sûr, avec un peu d'entraînement quand même. Et le phénomène est viral. Dès que quelqu'un boit du coca, il se met à danser, comme par exemple ce couple dans sa chambre, cette famille en train de déjeuner ou encore une chorale de gospel. Le tout sur une musique composée par le rappeur américain Tyler, the Creator, spécialement pour la publicité. Avec cette campagne imaginée par Wieden & Kennedy London, Coca-Cola veut décrire le plaisir que procure la boisson, une expérience presque impossible à raconter selon la marque. Si cette publicité sera diffusée en télévision et en radio, Coca-Cola mise surtout sur les réseaux sociaux. On imagine que la marque espère que les internautes reprennent la danse, notamment sur TikTok. Personnellement, je vous verrais bien, Marie, reproduire la danse. Mais moi, je crois que ma vidéo est déjà sur TikTok. En fait, je m'étais entraînée, c'est ça. C'est une campagne dans l'air du temps. PAP pousse les Parisiens à quitter la capitale. Oui, le site d'annonce immobilière entre particuliers surfe sur la crise sanitaire et le boom du télétravail. PAP déploie 3 affiches dans le métro parisien. Sur chacune, on peut lire en gros la question « Envie de quitter Paris ?» Un message accompagné de photos de maisons de campagne avec jardin, une véritable invitation au grand air. La campagne d'affichage réalisée en interne fait écho à l'explosion des demandes de biens en zone rurale sur le site, plus 89% l'année dernière, c'est énorme. Pour convaincre les Parisiens, PAP insiste sur les prix en indiquant que ces grandes maisons valent un 2 pièces dans la capitale. Cette envie d'ailleurs sera déclinée pendant 3 semaines avec au total plus de 1300 affiches installées. Effectivement, ça fait réfléchir. Julien, on termine par la création du collectif de commerçants Touche pas à ma vitrine, vent debout contre la réforme de la loi climat. Oui, une atteinte au droit de propriété, des lourdeurs administratives et une potentielle nouvelle taxe. Le collectif Touche pas à ma vitrine dénonce l'article 7 de la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat. Cet article veut notamment donner la possibilité aux maires de réguler, voire interdire les écrans publicitaires numériques installés derrière les vitrines de magasins jugés trop polluants. Pour le collectif, c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre et de commercer. La loi ouvre aussi la voie à une application de la taxe locale sur la publicité extérieure à ces panneaux numériques qui en sont pour le moment exemptés. Si cet article est voté par le Parlement, la facture pourrait atteindre 150 à 200 millions d'euros pour les commerçants. Merci Julien Rizzo. Frédéric, on va parler climat dans un instant. Oui. Des engagements des marques, tout ça. Et puis alors vous nous parlez d'avion. En fait, vous voulez partir en voyage. C'est un peu ça, quoi. Oui, exactement. J'en ai assez. Mais non, mais moi, je me fais l'écho simplement du problème d'Air France. Air France, ils ont des avions qui volent pas beaucoup. Ils ont une nouvelle agence de pub qui, je vais pas dire leur sert à rien, mais de fait, étant donné qu'il y a peu de vols, il n'y a pas énormément de publicité à faire. Du coup, ils ont focalisé tout sur quoi? Sur le film des consignes de sécurité qui a été fait par le conglomérat que Omnicom a fait pour Air France qui s'appelle Aura. En réalité, c'était BW à Paris qui l'a fait. C'est un très joli film, façon Jacques Demy, on visite la France, un couple, Stewart Tess, qui raconte très sérieusement, par ailleurs, évidemment, les consignes de sécurité, mais c'est plutôt agréable à regarder. En tout cas, la première fois, je ne sais pas si pour les frequent flyers, pour peu qu'il y en ait encore, ils en auront pas marre au bout d'un moment. Mais bon, elle est chic en tout cas. Allez, armement des toboggans, allez, c'est rigolo, on le fait comme ça. Tout de suite, l'invité de la semaine. BFM Business, Hebdocom.
L'invité. Les réponses des acteurs de la com à la loi climat. Ils ont choisi le plateau d'Hebdocom pour annoncer leurs engagements. Mercedes Serra, la présidente de BETC, présidente de l'association de la filière communication, et Hervé Navlou, président de l'Union des marques et directeur général de L'Oréal France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. L'examen donc du projet de loi climat et résilience va débuter dans une dizaine de jours à l'Assemblée nationale. Au même moment, vous décidez de communiquer ensemble et de prendre des engagements pour une pub plus responsable. Alors, quels vont être ces engagements, Mercedes Serra? Des engagements qui vont être très liés aux accords de Paris. Des engagements qui nous concernent nous, parce qu'on ne peut pas s'engager pour tout le monde, pour toutes les entreprises, pour toutes les industries, mais qui vont essayer de faire avancer cette compréhension, d'ailleurs, de comment est-ce qu'on peut faire dans nos agences, partout où on travaille, dans toute la variété des métiers qu'on représente, pour être dans une trajectoire qui suit exactement la trajectoire des accords de Paris. Donc c'est pas facile, parce que cette filière, elle recouvre des tas de petites entreprises. C'est plus facile pour les grosses, mais on va essayer de créer des référentiels qui vont servir à tout le monde. Donc avec quatre engagements majeurs, c'est ça? Alors il y a 6 engagements. Il y en a 2 autour de cet accord de Paris. Il y en a 2 autres qui sont très importants pour nous. C'est que on va travailler l'analyse de l'impact des productions et également de la diffusion finalement d'un spot ou d'une campagne. Et ça, c'est très important de finalement connaître qu'est-ce que ça signifie exactement pour pouvoir gérer. Ça va aussi dans le sens de la relocalisation, parce que on voudrait à ce moment-là peut-être pouvoir présenter plus souvent des productions locales plutôt que des productions de l'autre côté du monde. Et enfin, il y a également des éléments autour de la formation, parce que c'est extrêmement important, la formation des communicants autour du développement durable dans les écoles de communication, mais aussi les gens qui nous entourent, avec qui nous travaillons. Et enfin, élément également d'importance, on va travailler avec la RPP, peut-être à une régulation qui associe plus de parties prenantes. Frédéric. Alors vous, les annonceurs, vous vous engagez à diffuser des communications responsables également, à faire de la promotion des usages et des consommations durables, et aussi à ce que les campagnes respectent l'environnement. Tout ça, ça va faire un tout petit peu de... Au fond, ça va coûter plus d'argent. Qu'est-ce qui va payer? Je ne crois pas que ce soit un sujet d'argent, hein. Le réchauffement climatique, ça nous concerne tous, les pouvoirs publics, les acteurs aussi privés, les marques, les entreprises. Donc, on est tous conscients de la nécessité d'agir. Moi, je pense que les marques et la communication, on est bien placés pour justement, parce qu'on est à l'écoute du client au quotidien, à l'écoute de nos consommateurs pour agir, et on doit agir. Donc, effectivement, en lien avec la filière de la communication que préside Mercedes, on a aussi, au niveau de l'Union des marques, décidé d'aller plus loin dans nos engagements. Vous savez, on avait développé un programme qui s'appelle FAIR déjà en 2018. Hein, donc on est déjà dans ce registre-là depuis plusieurs années. Et là maintenant, on va un step plus loin. Et on prend 4 engagements, 4 engagements transversaux à tous les secteurs, 4 engagements qui s'appuient sur les travaux des États généraux menés avec la filière de la communication. Donc il y a d'abord pousser, favoriser toutes les communications qui parlent de transition écologique. En encourageant les publicités qui mettent en avant et qui mettent en scène des produits éco-conçus, mais aussi en développant plus de campagnes qui font la promotion d'usages et de comportements responsables. Par exemple le tri, par exemple le covoiturage, par exemple le recyclage, les recharges. Donc ça, je pense qu'on... Et alors, on va revenir sur les engagements. C'est le premier engagement. Mais alors, par exemple, au sein de L'Oréal, comment ça va se passer? Sur L'Oréal, effectivement, ça, on est déjà, nous, très engagés au-delà même de la communication, au niveau... formulation, au niveau industriel, au niveau conception de nos produits. Et alors, s'il s'agit de faire une communication plus responsable, là, je parle au niveau de l'Union des marques. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces engagements-là, partagés avec l'ensemble des secteurs et d'avancer. Hein, et je crois que c'est très important parce que on est tous conscients que la loi climat va fixer un cadre. Il est aussi important que les acteurs privés se mobilisent. Hein, et c'est un peu le message qu'on veut délivrer aujourd'hui. Le deuxième message, c'est diffuser des communications favorables à la transition écologique aussi dans des environnements dédiés pour les rendre plus visibles. Hein, évidemment, avec des modalités à définir avec les médias. Le troisième, et ça c'est très important... Mais ça c'est quoi, pardon, les environnements dédiés
Bon, l'idée, c'est assez simplement, mais c'est encore une fois, c'est à discuter avec chacun des médias, c'est de voir s'il y a intérêt à développer des espaces particuliers pour justement rendre plus visibles les communications qui éduquent à des comportements plus responsables. Et puis troisième engagement aussi important, et je pense que c'est important pour nous tous sur ce sujet du développement durable, c'est d'organiser la mesure et la réduction de l'impact carbone des communications. Oui, Mercedes en a parlé. Vous savez, le développement durable, c'est un sujet technique. Donc, pour avancer, pour progresser, il faut qu'on le mesure, mais qu'on le mesure vraiment bien avec toute la rigueur nécessaire. Alors, nous, on s'engage à y travailler dans les différents secteurs. Des outils de mesure comme ça pour mesurer l'impact carbone d'une campagne, ça n'existe pas? Ça commence à exister, on commence à y travailler évidemment, mais ce qu'on souhaiterait, c'est que là aussi, on s'aligne tous ensemble sur le bon outil, la bonne mesure, de façon à se fixer ensuite une trajectoire, et puis, dans le temps, effectivement, de parvenir à des réductions significatives. Vous trouvez des choses chez Havas, vous trouvez des choses chez Publicis. Mais notre problème aujourd'hui, les collectifs, il est d'avoir un référentiel, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on est tous d'accord et sur lequel on fait un chemin. Et ça, c'est intéressant. Quand on met des choses comme ça sur la table, ça veut dire qu'ensuite, on va écrire un chemin pour y arriver et pour essayer d'emmener le plus de gens possible. Et comment vous allez faire d'ailleurs pour vérifier que... Enfin, pas vérifier, mais pour embarquer le plus de monde possible derrière vous? Alors, la filière, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire ce travail. Mais la filière, aujourd'hui, elle s'est bien organisée. Elle a plus de 4 ans. Elle a été mise en place par Macron. Et le gouvernement siège, en fait, l'économie et la culture siègent au sein de la filière. L'Union des marques nous rejoint de temps en temps à la filière et donc c'est très facile de voir si on avance ou on n'avance pas. Donc on va collectivement créer des groupes de travail parce que c'est très technique quand même. C'est facile d'en parler, mais c'est complexe. Des groupes de travail, on va s'appuyer sur la CC, l'UDECAM, qui ont déjà travaillé sur les labels d'agences actives sur ce point-là, pour essayer de faire une recommandation précise et de voir comment on peut aider chacune des entreprises. Quand je dis qu'on n'a que des petites entreprises, en gros, la pub, c'est d'abord la petite entreprise, c'est même pas une ETI, c'est une PME. Et alors, vous avez présenté vos engagements aux parlementaires. Comment ont-ils réagi? On a présenté, pas à l'ensemble des parlementaires, mais aux parlementaires qui doivent s'occuper de nous, en l'occurrence Aurore Berger. Ils cherchent à comprendre comment est-ce qu'on va procéder, je pense que c'est positif. Ça semble suffisant, vos engagements? Mais je pense qu'il procède d'une démarche quand même très proactive. Et encore une fois, ce sujet du développement durable, c'est pas seulement les pouvoirs publics d'un côté qui vont le régler, ou c'est pas seulement non plus une petite entreprise dans son coin qui va le faire. Il faut que ce soit une démarche collective. Je pense que plutôt bien qu'il y ait une régulation. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit trop contraignante non plus, il faut qu'elle soit incitative et pas trop punitive, c'est comme ça qu'elle permettra aux marques et aux entreprises de se mobiliser. Non, mais l'énergie fossile qui serait... à la seule condition qu'effectivement nous-mêmes on soit clairs sur ce qu'on veut faire, et c'est un peu le sens de la démarche. Ça c'est contraignant pour les équipes. Je vous rappelle que la pub ne va pas bien. Je vous rappelle qu'on est très moyennement payé aujourd'hui, qu'on a des soucis, et que ces gens-là qui sont à -20 se prennent pas mal de sujets en plus. Donc c'est pourquoi ? Parce que la pub, elle est très concentrée, c'est exactement ce que disait Hervé. On connaît le consommateur par cœur, on connaît même le public mieux que les associations qui nous entourent, puisqu'on a tout le temps des tests. Donc on sait que tout le monde veut aller là, mais on sait aussi qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. On est obligé d'avoir des époques de transition. On ne peut pas non plus jeter l'eau pauvre en disant la consommation, c'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire à la moitié des Français qui sont en train de gérer leur pouvoir d'achat ? Donc je pense qu'il faut rester calme, serein. Nous, on met tout ce qu'on peut pour contribuer. On espère que d'autres... L'Union des marques a mis les entreprises, nous, on les voit bouger tous les jours. On les voit dans leurs efforts. Et bien sûr, l'État va faire quelque chose et on va travailler ensemble. Et vous allez vous engager sur des échéances, des chiffres, des choses précises, parce que j'imagine que c'est ça en face qu'on va vous demander. Le plus difficile, c'est on nous parle de trajectoire, mais personne ne connaît bien la trajectoire, mais pas que nous. Non, le gouvernement, on est tous sur, on sait très bien à quoi on voudrait arriver en 2050. Donc c'est ça qu'on va travailler, c'est l'établissement d'une trajectoire. Et vous verrez,
Le plus étonnant, c'est que c'est nous qui serons les premiers à nous engager sur ces choses-là de façon précise, parce que je connais les équipes, elles vont travailler et elles vont donner une trajectoire, mais pas de façon absolue, parce que personne n'a exactement la règle de la trajectoire. Ça va être quoi? La démarche, en plus, est originale et forte. Hein. C'est, encore une fois, pour une des premières fois, je pense, un moment où les marques et les acteurs de la communication s'associent, travaillent ensemble, réfléchissent ensemble. Donc on va fixer le cadre. Et croyez-moi, derrière ça, toutes les entreprises aujourd'hui travaillent sur le sujet du développement durable. Donc notre enjeu, notre objectif est de les encourager, de les aligner et de les entraîner. Alors j'aimerais juste revenir pour terminer sur le dernier engagement, réformer le dispositif de régulation professionnelle de la publicité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que la RPP soit plus sévère? Oui, non, l'idée c'est en fait déjà, premièrement, de moderniser un petit peu la gouvernance, c'est de faire en sorte qu'effectivement il y ait des annonceurs, il y ait des agences, mais il y ait aussi des ONG qui nous aident au niveau de cet organisme d'autorégulation à définir les règles, et puis effectivement probablement d'élargir un petit peu aussi leurs prérogatives. Donc c'est faire en sorte que cet organisme de régulation fonctionne le mieux possible, de la façon la plus transparente possible. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau aujourd'hui pour nous annoncer donc ces engagements de la filière communication et de l'Union des marques. Merci Mercedes Serra, présidente de l'association de la filière communication, et merci à Hervé Navlou, président de l'Union des marques. Merci. Merci beaucoup. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Quand la réalité est loin de l'image de marque des campagnes de pub. L'édito aujourd'hui est signé par Valérie Potin, journaliste spécialiste des médias et des stratégies de marque. Bonjour Valérie. Bonjour. On parle souvent des campagnes d'Intermarché sur le plateau d'Hebdocom avec de belles sagas publicitaires, on le reconnaît. Aujourd'hui, vous nous parlez, Valérie, d'Intermarché, mais à propos d'un sujet bien plus sensible. C'est ça, une sanction de 150,75 millions d'euros que Bercy demande au tribunal de commerce de prononcer à l'encontre d'Intermarché pour des pratiques commerciales abusives envers 93 de ses fournisseurs. Alors en soi qu'une centrale d'achat d'un distributeur use de pratiques abusives, un peu brutales et répréhensibles, il n'y a rien de bien nouveau sur le soleil. D'ailleurs la plupart des enseignes du pays ont été à un moment soupçonnées, accusées ou condamnées pour de telles pratiques. Là, la différence dans le cas d'Intermarché, c'est que c'est pas une première. Souvenez-vous, ne serait-ce que de 2018, avec ce qu'on a appelé les émeutes au Nutella, qui se sont produites dans plusieurs enseignes, enfin dans plusieurs boutiques du réseau, et qui ont valu déjà à l'époque à Intermarché une amende de 375 000 euros. Il s'agissait cette fois de non-respect de la législation sur la vente à perte. Et la répression des fraudes avait d'ailleurs à l'époque déjà souligné d'autres réductions abusives pratiquées par Intermarché sur des marques comme Pampers, Carte Noire ou Perrier. Donc là, on est loin, on est même très loin de l'image que véhicule la marque dans ses publicités. Ouais, là, on parle pas franchement d'amour, quoi. Non, là, pas vraiment. Et on a beau chercher, il n'y a vraiment pas de point commun entre la réalité dont on vient de parler et cette fameuse saga à laquelle vous faites allusion, L'amour, l'amour. Une saga qui a été conçue par l'agence Romance et qui, depuis plus de 4 ans, en fait, nous berce avec de belles histoires, des histoires pleines d'amour, d'amitié, de fraternité. Si on y ajoute même les films qu'on a pu voir dans le courant de l'année, qui ont été diffusés, comme Je désire être avec vous, pour préparer la sortie des confinements, ou de Jusqu'à mon dernier souffle, celui qui se déroule à l'hôpital, la marque n'a pas manqué une occasion, on va dire, de s'associer à de belles valeurs, à de beaux gestes d'écoute, d'altruisme et de respect. Et avec un succès d'ailleurs assez certain, puisque en juin dernier, Intermarché était premier au baromètre Ipsos-Posternac des entreprises possédant une bonne image de marque. Intermarché est aussi d'ailleurs aussi celle dont l'image s'est le moins dégradée depuis le début de la pandémie. Alors peut-être parce que justement elle fait partie de ces marques qui sont restées assez actives et qui ont aidé les Français à continuer de vivre tout simplement. Donc en fait vous êtes en train de nous dire que quoi qu'il fasse, elle garde une bonne image de marque en fait. Pour le moment c'est un petit peu ça. Effectivement, on peut s'en émouvoir, mais il semblerait que les Français ont sur ce coup décidé d'avoir une mémoire plutôt sélective. Alors est-ce que c'est parce que nous sommes en crise? Est-ce que c'est parce qu'ils ont envie de tourner la page Covid, quoi qu'il en coûte, justement? Ils ne gardent pour l'instant que du positif. Alors du coup, s'il limite sa vision à court terme, le distributeur, il pourrait très bien être tenté de jouer les cyniques et puis de continuer ces pratiques douteuses, puisque sa berceuse ayant réussi à endormir les consommateurs. Mais s'il regarde un petit peu plus loin,
peut-être qu'il a plutôt intérêt quand même à entendre un peu ces signaux faibles qui sont émis à longueur d'étude par les consommateurs et qui demandent plus de respect en général de la part des marques. Et peut-être a-t-il donc intérêt à aligner ses actes et ses paroles, ou ses actes sur ses paroles publicitaires, avant de commettre peut-être le mauvais geste, le geste de trop, celui qui inciterait par exemple les Français à le déréférencer de leur liste de courses. Des courses avant 18h, on le Absolument. rappelle. Valérie, je suis sûre que vous avez une âme cachée d'influenceurs sur les réseaux. Absolument. Et le Zoom, du coup, est fait pour vous. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Les influenceurs, ces nouveaux talents du numérique de plus en plus importants aux yeux des marques. On parle marketing d'influence aujourd'hui sur le plateau d'Hebdocom avec Édouard Filias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'agence Jean et vous avez écrit avec François-Charles Roard Manuel de l'influenceur aux éditions Ellipse. 100 questions-réponses pour comprendre qui sont les influenceurs. Alors dites-nous tout, qui sont ces influenceurs ? Eh bien, ces influenceurs, ce sont des gens qui ont quelque chose à dire, quelque chose à partager, souvent un talent, et qui le font de plus en plus sur tous les réseaux sociaux, Instagram, maintenant TikTok, Twitch, et qui sont devenus une des principales sources d'attention dans l'univers digital, dans l'univers même médiatique. Les influenceurs aujourd'hui, c'est le sens du livre qu'on a écrit, c'est une révolution culturelle et médiatique. Alors, il y a une dizaine d'années, vous aviez écrit, toujours chez Ellipse d'ailleurs, stratégie d'influence sur Internet. Donc vous êtes, on peut dire, un spécialiste de l'influence sur Internet. En 10 ans, comment est-ce que ces influenceurs ont changé ? Aujourd'hui, si vous êtes convaincu, vous l'êtes par quelqu'un que vous connaissez. C'est l'avènement de ce qu'on appelle le C2C marketing, c'est-à-dire je suis convaincu par des clients, par des gens de mon entourage. Et les influenceurs sont l'avant-garde de ce mouvement. Alors, n'en déplaise à mes confrères, parce qu'elle a toujours son rôle, la publicité est de moins en moins audible. Un internaute sur deux a installé un adblocker. Vous avez une vraie réticence à céder votre attention aujourd'hui à un message strictement publicitaire. Donc, vous allez vers des influenceurs, des talents qui vous intéressent, et les Français, et d'ailleurs les internautes partout dans le monde sont de plus en plus nombreux. 61% des consommateurs interagissent, nous dit Rakuten, au moins une fois par jour avec un influenceur. Donc vous avez affaire à ce qui est apparemment un média très éparpillé, qui devient en fait le premier média de masse. Ils ont un peu bénéficié de la crise et du premier confinement, non, ces influenceurs ? Bien sûr, alors pas pour la raison qu'on croit, parce qu'effectivement ils ont eu une forte audience, c'est aussi parce qu'ils ont trouvé l'occasion de se rendre utiles. Voilà, l'exemple de McFly et Carlito est tout à fait intéressant de ce point de vue-là, avec leur Maradon, qui a été très bien exploité par l'Élysée. Tout à coup, beaucoup d'influenceurs se sont dit, tiens, peut-être que je peux aider, peut-être que je peux créer du lien, peut-être que je peux simplement écouter les gens qui ont apeuré, qui se posent des questions. Et je crois que ça a été un tournant, effectivement. Et alors, ce sont des professionnels, non pas nécessairement de l'influence, mais souvent dans leur boulot. C'est des coachs, c'est des cuisiniers, c'est des spécialistes. En fait, c'est ça qui est en train de changer, c'est-à-dire qu'on a accès, tout le monde a, dans un domaine qui est donné, accès aux spécialistes du secteur. C'est une explosion. Moi, je compare ça aux radios libres. C'est une explosion créative à laquelle on assiste en live et qui m'enthousiasme extraordinairement. On se fait des années que tous les soirs, je regarde 2 heures YouTube et que je découvre des gens nouveaux. Des historiens, des philosophes, des économistes, des gens qui partagent leur talent pour la cuisine, pour le macramé, ce que vous voulez. On assiste à la 3e génération des influenceurs. Vous avez eu d'abord les journalistes et les pros de l'écriture dans les années 2000, qui ont lancé les blogs, qui ont installé ce mouvement, les vidéastes. On connaît les Cyprien, les Norman. Et là, on assiste à la 3e génération qui, littéralement, le reste de la population. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que maintenant, il y a des barrières à l'entrée. Et il y a un niveau technique qui est attendu. Il y a une complexité dans les maîtrises. Les barrières à l'entrée, c'est-à-dire ? C'est maîtriser les réseaux sociaux, maîtriser la construction d'une audience, comment on se professionnalise, comment on écrit un contrat, comment on négocie avec une marque, comment on protège aussi sa vie privée. Certains influenceurs se trouvent parfois dans des situations délicates parce qu'ils sont attaqués, ils s'exposent. Et donc c'est le sens du livre qu'on a écrit, c'est en fait d'aider cette 3e génération, celle du plus grand nombre, à prendre pied et à exprimer son talent. Bon, moi je suis un communicant, mais fasciné par ce phénomène, et ce que je souhaite, c'est les aider désormais, plus nombreux encore, à s'exprimer. Est-ce que vous pensez que les marques font assez appel aujourd'hui aux influenceurs pour leur communication ? Alors, elles le font, c'est mon métier, donc parlons-en. On a été une des premières agences à lancer avec Europcar un partenariat avec Samuel Teipal, qui est un photographe sur Instagram, réputé dans le monde entier, pour raconter ses destinations de légende, ses routes de légende. C'était il y a 6 ans maintenant. Aujourd'hui, on voit pléthore de campagnes, d'activations sur TikTok, etc. Je crois que les marques ont fait un contresens pendant longtemps, et elles sont en train d'en sortir.
On n'achète pas une communauté, on n'achète pas une audience. On achète un talent. Quand Séguéla travaille avec Salvatore Dali pour Citroën, eh bien, il fait pareil que nous, qui allons voir le docteur Nozman pour Arianespace. C'est pareil. Donc ça, c'est quelque chose que les marques sont en train de comprendre, le talent. Et les politiques on a vu donc le défi que Macron a lancé, mais les politiques, ils ont intérêt aussi à servir de cette audience, de ce levier. Alors, le débat d'idées aujourd'hui, il a lieu où en France? Il a lieu sur YouTube. Il a lieu sur Twitter. Voilà, c'est ça le lieu du débat d'idées. Prenez une chaîne comme Osons Causer, qui est très à gauche. Pour ceux qui sont sur les réseaux. Pour ceux qui sont sur les réseaux, mais je veux dire, c'est là où il a sa forme la plus vivante, la plus pugnace, la plus authentique. Une chaîne comme Osons Causer en France, qui est très à gauche, illustre ce phénomène, le succès de la chaîne de Mélenchon, qui dépasse les 500 000 abonnés. À droite, dans des milieux très conservateurs, un Alex Jones a fait la campagne de Donald Trump. Donc, la politique se fait sur les réseaux sociaux. Et ce que fait le président est tout à fait logique, c'est normal. Il essaye de récupérer de la sympathie. On dit beaucoup pour parler aux jeunes. Moi, je crois que c'est surtout pour parler là où sont les gens et pour parler aux Français de ce qui les intéresse. Voilà, donc c'est effectivement un lieu politique également. Merci Édouard Filias d'avoir répondu à nos questions, co-auteur du manuel de l'influenceur aux éditions Ellipse et président de l'agence Jean. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. Très bon week-end à tous sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.